Les enjeux de cette COP12 nationale en Côte d'Ivoire sont de deux ordres. Le premier enjeu concerne l'identification des problèmes auxquels sont confrontés les océans et les côtes en Afrique. Donc l'identification des problèmes environnementaux, physiques, biophysiques et même biogéographiques. En ce sens, on va regarder ici tout ce qui concerne les lagunes, les problèmes d'érosion côtière, les problèmes d'établissement humain sur le littoral des pays africains et puis aussi des questions liées à la pollution liée aux hydrocarbures, donc l'exploration et l'exploitation pétrolière au large des 22 pays de la Convention d'Abidjan. Ça, c'est les enjeux civils, environnementaux, physiques. Ensuite, il y a les enjeux d'ordre politique en matière de gouvernance où les pays africains, en tout cas, c'est le moment aujourd'hui, cette COP-là, en tout cas, travaille dans ce sens, les pays africains puissent se doter de cadres de gouvernance permettant de façon intégrée d'adresser tous ces problèmes avec tous les acteurs. Nous espérons en tout cas qu'à la fin de ces séminaires, au niveau des pays africains, lorsque le ministère de l'Énergie et des Ressources renouvelables, par exemple, veut développer sa politique, ils tiennent compte des possibilités d'énergie éolienne. On sait très bien que les cadres des vents sur le littoral est assez favorable dans cette partie du pays. Deuxième élément aussi, c'est de voir dans quelle mesure aussi on peut appliquer les principes de l'économie bleue. De faire de telle sorte que les enjeux dont on vient de parler, les problèmes, les défis dont on vient de parler, physiques, environnementaux, puissent être transformés en opportunités. Comment est-ce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on peut développer le tourisme basé sur les côtes et les océans? Comment est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut développer l'énergie éolienne? Comment est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut développer aussi les emplois bleus, c'est-à-dire tous les emplois liés à l'exploitation durable des ressources marines et côtières. Et puis surtout, comment en Côte d'Ivoire, on peut réussir à améliorer les conditions de vie des populations qui vivent sur le littoral. Quand vous prenez les 4 régions, Sud Bandama, Basse Sandra, Sud Komoué et Lagune, arriver par exemple à un plan de développement économique, un plan de développement socio-économique, pour que de Tabou jusqu'à Tiapoum, on puisse avoir en tout cas un mécanisme en place, un cadre de gouvernance en place pour créer de la richesse au niveau des pêches, au niveau du tourisme, au niveau de l'énergie, au niveau de l'agriculture, tout ce qui est cocotier, palmier à huile qui pousse dans ces régions-là. Pour les populations de Tabou et de Tiapoum, en tout cas toutes les villes qui se situent entre les deux extrémités du littoral ivoirien, les 566 km en tout cas du littoral, mais aussi que l'onde de choc puisse se faire ressentir à Yamoussoukro, à Bouaké, à Korobo. On arrive en tout cas à débloquer le potentiel économique du littoral ivoirien. C'est ça un peu les enjeux de cette COP-là, de la Convention d'Abidjan ici à Abidjan. Le littoral ivoirien, le littoral africain naturellement. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas plus problématique que les autres pays africains. C'est vrai, il y a des problèmes, la ministre en a parlé ce matin, la pollution, l'érosion côtière. On perd quoi, 1 mètre, 2 mètres à certains endroits, la Haute-Banda est complètement en train de disparaître, c'est la même chose à Assini, et puis jusqu'à la frontière avec le Ghana, il y a de vrais problèmes environnementaux physiques dans le pays, mais ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, c'est valable aussi pour l'ensemble des pays, en tout cas des 22 pays de la Convention d'Abidjan. Comme je disais tout à l'heure, il y a des problèmes, il faut les transformer en opportunités, c'est ce qu'on attend des États. Au sortir de ce séminaire, qu'est-ce que les pays gagnent? Les pays participants gagnent en premier lieu les gestions d'expérience. Mon collègue du gouvernement sud-africain qui est avec moi. En Afrique du Sud, ils ont développé ce qu'on appelle l'opération Pakisar. Et tout à l'heure, vous allez avoir une explication de ce cadre de gestion intégrée des ressources marines et côtières en Afrique du Sud, qui prend tous les éléments du processus, en tout cas toutes les variables du processus de développement socio-économique. Que ce soit la pêche, donc la fourniture en protéines animales des Sud-Africains, que ce soit les questions énergétiques, que ce soit les questions touristiques, que ce soit les questions d'infrastructure, des ports, que ce soit les questions touristiques. Tous ces éléments sont pris en compte dans un cadre de gestion intégrée qui est basé au bureau du chef d'État, le président Jacob Zuma. Et chacun de ces éléments est évalué. On dit qu'est-ce qui nous manque, par exemple, pour avoir une autosuffisance au niveau de la pêche. Et ils trouvent les solutions, ils mettent les moyens. S'il n'y a pas de cadre formé en Afrique du Sud, ils vont les former, ils font venir l'expertise étrangère pour régler les problèmes. Donc l'opération Pakisar et d'autres opérations, Gabon Bleu, la Namibie aussi a développé son cadre de gouvernance et de gestion des océans. Donc
premier bénéfice en tout cas de cette COP-là, c'est que les autres pays africains puissent s'inspirer des exemples déjà réussis. Les États-Unis d'Amérique aussi seront là, le Canada, ils vont partager avec les pays de la Convention d'Abidjan leur expérience à succès dans le cadre de la gestion des océans en Afrique. Operation Kakisa. Can you tell us about that operation? Thank you. Yes, my name is Musolum Zizo, from the Government of Environmental Affairs in South Africa, and that's the department that started Operation Kakisa. It's a program that after studies were conducted to determine how much the ocean can contribute to the GDP of the country. Then 18 areas were identified, and then for starters, the government decided that we need to start with 4. So we set in Durban in 2014 for 6 weeks, and utilizing an approach that President Jacob Zuma saw in Malaysia, which is the big fast results, so that we see how government can respond, can be responsive to the needs of the people, socially, economically, and development-wise, in a faster rate than it's normally the norm when it comes to government programs. So it was formally launched in October 2014, and then there are 4 areas, which is marine transport and manufacturing, which is your maritime sector, and then the marine sciences part, and then ports development, and the back of ports development, and then was oil and gas and exploration, and the third one was aquaculture, seeing that fish stocks, wild fish stocks, are kind of taking a hard hit. So now we need to strengthen our aquaculture. So that was the third one. And then the fourth one was marine protection and governance, because we need to create an environment where different industries can coexist and develop a program where if there are conflicts, then they can be resolved expeditiously. So that is the long and short of it. And we are at this stage progressing quite well when it comes into aquaculture projects, as you will see and hear in the presentation that my colleague is going to do in here. We are also progressing quite well with marine protection and governance, because we are looking at the legislative framework and policies. So those have been taken to cabinet already, and then with creating that space through marine, it's called marine spatial planning, that we are doing as South Africa, but South Africa is also part of the Benguela Current Commission, which is Angola, Namibia, and South Africa. We are also working at a regional level to develop that, of course working with channels and other development partners.